Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à ce live organisé par l'ABGES qui concerne donc la cybersécurité et DORA. Je vais rappeler juste les petites règles, je dirais, de conduite au début. C'est donc un live qui dure 1 heure, donc 50 minutes de présentation et 10 minutes de questions-réponses. Bien sûr, vous pouvez tout au long de la présentation poser vos questions dans le chat et nous y répondrons dans le temps défini à la fin. Au niveau, sachez aussi qu'il y a un replay, donc la séance est enregistrée et ce replay sera disponible à partir de demain et vous sera adressé si jamais vous ne pouvez pas rester pendant toute la durée. En ce qui concerne l'ABGES, que vous connaissez sans doute, en tant qu'organisme de formation spécialisé en banque, assurance et finance, sachez que l'ABGES est présent au Luxembourg depuis maintenant plus de 10 ans, donc présent avec de nombreux clients sur la place luxembourgeoise. Et par exemple, des thématiques de formation telles que DORA, l'ESG, BAL3, le CBFT, l'IFRS et toutes celles que vous voyez indiquées peuvent être effectivement réalisées pour le compte de clients, que ce soit en inter ou en intra-entreprise. Maxence Duhaillon, qui n'est pas là ce soir, mais vous avez ses contacts, vous pouvez le contacter par mail ou par téléphone portable et vous avez quelques références clients, donc de clients luxembourgeois. Je vais laisser la parole donc aux 3 experts qui sont présents et nous allons rapidement attaquer le sommaire sur la cybersécurité et DORA. À vous. Merci Isabelle. Alors bonjour à tous. Donc merci de votre présence sur ce webinaire. Donc on va commencer par présenter en fait les experts du sujet DORA, donc ce sont Teddy et Olivier, donc qui vont animer ce webinaire, sachant qu'en fait je serai moi-même le modérateur en fait de cette session. Voilà. Donc peut-être Teddy, si tu souhaites te présenter. Merci beaucoup. En tout cas, merci de m'avoir invité. Donc, moi, je suis Teddy Ramanakassina. Je suis directeur associé dans un cabinet de conseil et je suis en charge de la cybersécurité et de la conformité. 6 ans en data analytique, 10 ans en audit de système d'information. J'ai fait 8 ans dans l'audit des banques mobiles et ces 4 dernières années, en tout cas en tant que directeur cybersécurité. Je suis aussi certifié cybersécurité en intelligence artificielle et j'anime les formations à l'ABGES sur la gouvernance numérique. Merci Teddy. Olivier, bonsoir. Bonsoir à tous. Merci. C'est avec grand plaisir que je suis avec vous aujourd'hui. Alors, j'interviens en tant qu'animateur de formation à l'ABGES sur des sujets autour de risques et autour de sécurité, sachant que j'ai un parcours, sur les 10 dernières années, effectivement, je me consacre essentiellement à la cybersécurité et à la continuité d'activité, au risque management. Très bien, merci Olivier. Donc, je me présente également, je m'appelle Yvan Alioli. Donc, je suis formateur en fait pour l'ABGES sur plusieurs thématiques qui ont trait à la gestion des risques et notamment celle des risques opérationnels. Alors, on va rentrer maintenant tout de suite donc, dans le vif du sujet. Donc, pourquoi aujourd'hui ce live en fait sur DORA? Eh bien, on peut dire que le règlement DORA, aujourd'hui, en fait, il redéfinit la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et qu'au-delà de la conformité en fait, au règlement, on voit s'imposer une véritable culture du risque en fait, de la résilience. Et donc, on va essayer de comprendre au cours de cette heure passée ensemble pourquoi en fait, DORA est considéré à juste titre comme une avancée significative dans la régulation financière européenne. Où en sont concrètement les acteurs? Alors, en France et au Luxembourg, on va dire 10 mois maintenant après l'entrée en application en fait, du règlement, et essayer de mettre en lumière en fait, des points de vigilance, de priorité en fait, opérationnelle
et de bien comprendre en fait les liens avec les cadres existants et les réglementations en fait qui sont déjà existantes en la matière. Donc Teddy, première question, en fait, quelle est la genèse de DORA aujourd'hui? Pourquoi ce nouveau règlement européen pour l'ensemble du secteur financier de l'Union européenne? Très bonne question. Comme entrée en matière, d'abord, il y a une étude qui a été sortie pas plus tard qu'il y a 3 ou 4 jours du CESIN et de Board of Cyber sur 70 entreprises. Et ça montre bien l'importance, c'est pourquoi, quelle est la philosophie, quelle est la genèse de DORA. À l'heure actuelle, 81,8% des sociétés qui ont été interrogées considèrent que le risque tiers est important ou très important. Donc, le risque cycle fournisseur est quelque chose qui est devenu systémique. Donc, le risque, c'est plus seulement technique, mais comme un enjeu stratégique de gouvernance et de résilience. DORA n'est pas seul. Sous l'effet de DORA, on a NIS 2, le Cyber Resilience Act, et 8 entreprises sur 10, ils évoluent dans cette réglementation qui est plutôt renforcée, avec une centralisation au niveau du siège. Avec quelques chiffres que je réponds précisément à la genèse, même avec cette progression, on voit bien que la surveillance opérationnelle est très limitée. 55% des grands groupes évaluent moins de 50 fournisseurs par an, 68% encore sur la classification des risques, mais n'est pas en profondeur. Et on a 35% qui n'ont pas encore défini un rythme très soutenu en termes d'évaluation précise. Depuis pratiquement 10 ans, voire ces 5 dernières années, on voit que ce risque technique est devenu un risque très opérationnel qui perturbe la stabilité financière, et c'est ça l'enjeu qui est derrière DORA. DORA s'inscrit vraiment dans ce mouvement. On passe dans un contrôle plutôt administratif à tout l'écosystème de confiance qui sont plutôt mesurables, continus et collectifs. Et la philosophie de DORA, c'est d'amener à toute cette chaîne, tout cet écosystème, soit dans un mouvement de résilience. Et c'est ça qui a créé, en tout cas, la philosophie, la genèse de DORA, vue de l'Union européenne. Très bien, merci Teddy. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, je vous propose qu'en fait, on parle des différents piliers de DORA et qu'on puisse analyser donc systématiquement sur chacun des piliers où concrètement en fait nous en sommes et quelles sont les bonnes pratiques qui commencent à se dégager sur ces différents piliers. Alors, premier pilier, donc la gouvernance et la culture du risque de ICT en fait des organes de direction. Quelle est, Teddy, la principale évolution pour les organes de direction que tu vois en fait se mettre en place au niveau français? Qu'est-ce que ça change en fait aujourd'hui pour les organes de direction? Ça change énormément puisque au départ, l'organe de direction gère des risques financiers, des risques en tout cas de crédit, des risques de liquidité. Et là, avec DORA, on les positionne, cet organe de direction, comme en tout cas responsable d'un nouveau risque, c'est-à-dire le risque d'une fuite de données, le risque d'une attaque informatique, c'est devenu leur responsabilité. Et donc, c'est un changement culturel en France, puisque pendant longtemps, la cybersécurité était considérée comme un centre de coût et positionne plutôt, maintenant, DORA le positionne comme un facteur de confiance. C'est comme un permis de conduire. Pour avoir une voiture, il faut un permis de conduire. Et l'organe de direction, il faut qu'il soit sensibilisé avec des formations régulières sur les risques numériques et la continuité des activités. L'ACPR a déjà mené des contrôles sur ce point. Donc, le but aussi du webinaire aujourd'hui, c'est qu'on apporte pas d'une façon théorique ce qu'on voit sur le terrain,
mais de vous apporter en tout cas la réalité. Donc, les COMEX, l'organe de direction, les comités d'audit, eux, ils ont en tout cas une nouvelle responsabilité obligatoire de suivre cette formation, de formation de résilience numérique, de marquer avec la stratégie de résilience numérique leur responsabilité en termes sur DORA. Et c'est aussi prouver que, en tout cas avec des circuits de décision, des points de décision dans les comités, qu'ils assurent pleinement cette responsabilité-là et qu'ils nomment dans l'organisation un coordinateur, un responsable, mais en tout cas, il faut un reporting qui leur remonte et ils orientent la stratégie dans son ensemble. Donc, c'est vraiment un grand changement vu des banques françaises. Je le côtoie assez régulièrement, même à travers l'AFGES, différents administrateurs. Et c'est un renouveau, c'est une prise de conscience, même après 10 mois. C'est quelque chose de presque nouveau, de dire que la résilience numérique, c'est comme le risque financier, il faut qu'on le prenne en main. Merci Teddy. On entend, je ne sais pas si tu le constates. Oui, j'entends un deuxième bruit. On entend parler aujourd'hui de plus en plus de l'émergence en fait d'un rôle de Chief Resilience Officer. Est-ce que tu constates ça aussi sur le terrain et comment ce rôle se met en place en fait, au niveau des organisations aujourd'hui? C'est un rôle qui est très en avance puisque on est même à la première question que tu as posée tout à l'heure, c'est qu'au départ, en tout cas en France, on est plus dans la prestation des services essentiels externalisés. Tout repose sur notre propre nomination des facteurs de dépendance avec les tiers. Et DORA est plutôt sur un nouveau rôle, une nouvelle responsabilité attendue, c'est que l'organe de direction doit s'intéresser à ce qu'on appelle la fonction importante et critique. Et à partir de là, ils doivent assumer que tout l'écosystème est résilient. Et le rôle de Chief Resilience Officer, je le vois beaucoup plus en Amérique, mais je le vois maintenant arriver, puisque l'arrivée de DORA, l'arrivée de Cyber Resilience Act, l'arrivée de NIS 2 impose à la direction générale un rôle plutôt de maintien de son agrément, c'est-à-dire ça devient un risque prudentiel de ne pas être conforme à DORA. Donc, il faut bien qu'un responsable qui est à ce niveau-là, et ce responsable-là, il faut qu'il soit au niveau de la direction, au niveau de C-level, comme on dit en anglais, c'est-à-dire il faut qu'il participe au COMEX. Ce n'est pas quelqu'un qui reporte à plusieurs hiérarchies, il faut qu'il soit à la plus haute hiérarchie de l'organisation, parce que le fait de ne pas être conforme pourrait amener à une responsabilité pénale individuelle et collective, et les dirigeants doivent comprendre la technique, au moins de ses impacts, et c'est ça l'arrivée de ce rôle-là, en tout cas sur le marché français, un petit peu en retard, mais ça commence à apparaître. J'ai l'impression qu'il y a un écho. Je sais pas oui, il y a quelqu'un qui parle derrière, il faut qu'il coupe le micro. J'ai mis le message, enfin je l'ai dit dans le chat, mais si quelqu'un n'a pas lu, effectivement, ça serait bien de fermer votre micro, ou du moins de baisser vraiment le volume le plus possible. Ça l'est, on n'entend plus. Merci. Donc, Teddy, OK sur ce rôle de Chief Resilience Officer. Et comment aujourd'hui tu vois cette problématique de faire monter en compétence en fait, les membres des organes de direction, donc les membres de COMEX notamment, sur ces sujets qui sont quand même en partie techniques, sans les noyer dans le jargon de la cyber en fait. Là, si on s'intéresse au pilier 1, et la question qui revient souvent avec les conseils d'administration ou les administrateurs, c'est que faut-il un expert technique au niveau de l'organisation, au niveau
en tant qu'administrateur, bien entendu, la réponse est non, puisque les administrateurs, ils doivent orienter la stratégie de l'entreprise, écrire ces politiques de résidence numérique. En revanche, il faut donc mettre en place, là, en premier lieu, cette stratégie de résidence numérique approuvée par le Conseil. Il faut une cartographie des fonctions critiques qui leur sont remontées et ces administrateurs le valident. Et ils doivent aussi avoir, en tout cas le contrôle permanent et par le management de l'entreprise, un reporting fort qui leur arrive. Donc, il faut une sensibilisation très précise, appropriée, personnalisée pour ces conseils d'administration et une présence qui communique avec ces conseils d'administration avec des jargons non techniques pour qu'ils puissent prendre une décision en termes de ressources, en termes de financement, en termes de grandes orientations. La bonne pratique, bien sûr, que s'il y a quelqu'un qui avait de l'expérience de la résidence numérique devient membre d'un conseil d'administration, il va diffuser en tout cas l'acculturation dans son ensemble, mais ce n'est pas obligatoire. L'essentiel, c'est la capacité du conseil à travailler avec le management opérationnel pour leur remonter les informations plus importantes dans l'orientation et dans la résilience de l'entreprise. Concrètement, c'est pour les banques plutôt systémiques, ils ont bien intégré DORA en tout cas dans les réunions régulières, même le RSSI participe dans les conversations ou dans les comités au moins une fois par an, et la remontée de recrutement d'un administrateur avec un vernis un petit peu de numérique, de cybersécurité, je les vois arriver sur le marché de plus en plus dans des comités. Très bien. Et par rapport à ce nouveau règlement, ce nouvel environnement réglementaire, comment tu vois aujourd'hui le rôle attendu de l'audit interne en fait, dans ce périmètre? Qu'est-ce qu'on va attendre de l'audit interne en fait, par rapport à DORA? Le mot audit est presque galvaudé dans DORA, puisque l'audit positionne avant tout la notion de contrôle périodique. Et l'audit dans DORA, il est beaucoup plus large que juste mentionner que c'est un audit de contrôle périodique. L'audit, c'est une évaluation en continu. On n'est pas dans un risque opérationnel où je vais identifier la menace. On est plutôt dans une résilience opérationnelle en continu où il faut être capable de prouver que si jamais il y a un incident quelconque, l'entreprise est capable de réagir et capable de prouver qu'ils ont la capacité de faire remarcher le système informatique, de continuer l'activité. Donc, le rôle de l'audit, il est beaucoup plus large parce que maintenant qu'il y a la stratégie de résidence numérique, dans l'article qui est mentionné dans DORA, l'audit doit avoir un plan d'audit spécifique sur l'audit des tiers et l'audit de résidence numérique. Donc, on le positionne au cœur du dispositif. Donc, ça, c'est un changement. Le deuxième point, c'est ce que je viens de raconter tout à l'heure, c'est cette partie en continuité. On va faire des audits périodiques comme avant, avec une vision pluriannuelle, mais avec l'approche des risques. Il y a aussi une partie d'audit, il y a une partie d'évaluation qui est faite directement par le contrôle permanent. Donc, ça change le lien, en tout cas, partie grise, ou est-ce que c'est l'équipe contrôle permanent, l'équipe contrôle inspection, contrôle périodique, c'est un positionnement phare à mettre en place. Et bien entendu, dans tout ça, l'équipe d'audit change complètement en termes de compétences, puisque avant l'audit, ça peut être un audit générique, un audit avec du système d'information. DORA est beaucoup plus complexe. Il y a une partie achat, il y a une partie conformité, il y a une partie risque, il y a une partie juridique assez forte. Reste aussi la partie système d'information et sécurité de l'information.
Donc, l'équipe d'audit doit aussi combiner avec un certain nombre de parties prenantes qu'ils n'avaient pas systématiquement avant à solliciter. Et ça fait partie du changement de la posture d'audit en termes d'univers d'audit, en termes de plan d'audit, en termes de compétences, en termes de réalisation de l'audit qui demande une panoplie beaucoup plus large. Merci Teddy pour ces réponses sur la gouvernance. Olivier, du Luxembourg, parce qu'on a certains amis luxembourgeois avec nous, est-ce qu'on fait à peu près les mêmes constats sur ces sujets de gouvernance et de rôle des organes de direction? Alors, on va dire qu'on ne part pas exactement du même niveau en termes de culture sur le sujet. En fait, DORA a été transposé dans le droit national luxembourgeois le 1er juillet 2024, et cette transposition ne s'est pas faite ex nihilo. Il y a plusieurs textes préexistants qui ont été modifiés, quelques réaffectations, mais pas de révolution à proprement parler. En fait, pour être un petit peu plus précis, le contenu de DORA rejoignait certains contenus qui existaient déjà, par exemple en termes de méthode d'évaluation, en termes de les principes de gestion du risque IT, les exigences en matière de contractualisation sur les prestations externalisées IT. Il y avait une circulaire émise par la commission de surveillance du secteur financier 20/750 qui posait des exigences sur ce type de situation. Voire même, il y a eu des frictions qui se sont installées en matière de nouvelles exigences parce que on avait des écarts entre les catégorisations des incidents qui faisaient l'objet de notification. On pouvait avoir également des écarts sur les facteurs à prendre en compte dans les évaluations des incidents, des exigences contractuelles, de la gouvernance, enfin des structures de gouvernance exigées. Il y avait aussi une autre circulaire, la 21/769, qui établissait des exigences en matière de gouvernance de sécurité pour les entités supervisées par la CSSF, en matière de télétravail. Une principale exigence de base, c'était par exemple de maintenir une administration centrale solide dans les locaux, une substance suffisante à proprement parler dans les locaux, et également de s'assurer que les collaborateurs, et surtout avec cette petite spécificité luxembourgeoise, qu'il y a beaucoup de collaborateurs transfrontaliers qui sont en mesure de revenir à un bureau avec une capacité suffisante. Et également, il y avait des précisions sur les activités effectuées à distance, celles qui devaient rester sur place dans les bureaux. Un an minimum de collaborateurs dans les bureaux. Donc, il y avait déjà cette culture, ce substrat. Si on dit que ça a été transposé dans le droit national le 1er juillet, déjà dès le mois d'octobre, la CSSF a mené un sondage qui montrait que 90% des grands acteurs avaient déjà mené leur gap analysis, et que seulement un petit 10% se présentaient en retard par rapport à l'échéance de janvier 2025. Donc octobre 2024, janvier 2025, ça nous fait un trimestre. Vous avez identifié exactement comme en France les challenges du type mise en conformité contractuelle, le traitement des aspects de dépendance, le délai court évidemment, et le nombre de ressources qualifiées. Donc, finalement, DORA est venu rebattre un petit peu des cartes qui culturellement étaient déjà dans les mains des acteurs. Avec un niveau de maturité peut-être un peu plus élevé potentiellement.
Merci Olivier. Donc ces sujets de gouvernance en fait étant évoqués, j'aimerais revenir avec vous en fait sur un des piliers de Dora qui concerne en fait l'incident management et ses problématiques. Donc je vais revenir vers Teddy. Aujourd'hui, concrètement, comment s'organisent les notifications d'incidents majeurs auprès des régulateurs concernant en fait cette fameuse timeline de 24 heures? Est-ce qu'aujourd'hui elle est réaliste? Est-ce qu'elle est tenue? Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui sur le terrain par rapport à cette remontée d'incidents majeurs auprès de la CPR en France, en l'occurrence, ou éventuellement de la BCE pour certains établissements? Le retour sur le terrain, il est un petit peu difficile et partagé et remonté presque irréaliste en tout cas par les assujettis, à la fois assureurs, à la fois banques, puisque la compréhension même de ce timeline, ce temps, est un petit peu difficile. Donc pour les participants qui nous écoutent, le pilier 2, c'est la gestion de l'incident. Et dans la gestion de l'incident, on avait un point particulier sur la classification de ce qu'on appelle un incident majeur. Et dans cet incident majeur, on a une tenue de 24 heures depuis la détection de l'incident jusqu'à la notification au régulateur. Donc pour la France, c'est la CPR. Donc, au moment où je qualifie qu'un incident est majeur, j'ai 4 heures pour le notifier. La difficulté, c'est d'abord, pratiquement tout le monde que j'ai interrogé a une difficulté de s'organiser. Qui va qualifier cet incident de majeur? Imaginons que l'incident se produit un vendredi à minuit. Et un des tiers critiques vous informe que j'ai un incident majeur. Quand il s'agit d'incidents type cybersécurité, l'entreprise a déjà le mécanisme pour réagir, donc ce qu'on appelle la réponse aux incidents. Mais quand il s'agit d'autres types d'incidents qui n'est pas de type cyber, le concept d'incident majeur avec les critères qu'il faut voir pour le qualifier de majeur, il va être un petit peu difficile parce que ce sera le nombre de clients, la contrepartie, le niveau de réputation, une conjugaison de plusieurs géographies qu'il faut mettre en place. Et c'est là que toute entreprise a une difficulté pour remettre en place, organiser. Est-ce que c'est l'équipe risque qui va agir par rapport à tout ça? Donc, au niveau organisationnel, quand c'est qualifié de majeur, c'est assez complexe. Et il y avait, je pense, une remontée, un test qui a été fait, en tout cas pour la France, le 6 novembre, mais je n'ai pas eu d'écho pour la suite. Et puis, le deuxième point, c'est cette organisation avec les tiers. C'est-à-dire, au moment du T0, du minute 0, où on envoie la notification à un assujetti, c'est là que ça commence. Mais ce démarrage de notification, soit c'est mal compris par les assujettis, c'est à quel moment est-ce que ça rentre dans les 24 heures ou ça ne rentre pas dans les 24 heures. Et ça aussi, ça pose un problème de revue de contrat, de revue des processus. Est-ce qu'il faut l'intégrer, pas l'intégrer? Donc, en ce moment, ce n'est pas très clair, vu des assujettis, cette partie gestion des incidents, même si ils savaient déjà faire quand c'est un incident de type cybersécurité. Voilà le retour terrain que je vois là-dessus. On sait le détecter rapidement, mais avoir une gestion structurée, une communication efficace de tout événement qui pourrait menacer la disponibilité, l'intégrité ou l'authenticité, ça, il y a une maturité à acquérir pour quelle que soit l'entreprise pour cette partie-là. Très bien, merci Teddy. Au niveau
luxembourgeois. Toi, Olivier, tu as des constatations à faire par rapport à cette notion d'incident majeur? Je rejoins le constat de Teddy. Une fois qu'on a précisé des classifications d'incidents, on est toujours avec ce challenge opérationnel pratico-pratique, réellement matérialiser ce délai de notification. Ce n'est pas toujours applicable. C'est même souvent pas applicable. Merci. Donc, si on passe maintenant au troisième pilier, là aussi, qui est un des enjeux de DORA, que de pouvoir prouver en fait l'efficacité des dispositifs de résilience opérationnelle au travers de programmes de tests de résilience robustes et probants. Comment s'organisent aujourd'hui ces programmes de tests et comment un établissement assujetti à DORA, Teddy, peut démontrer en fait l'efficacité de son dispositif de résilience au régulateur? Comment sur le terrain aujourd'hui tu vois l'adaptation de tous ces programmes de tests qu'on connaissait déjà en matière de continuité d'activité par exemple, comment il les prolonge et qu'est-ce qui permet en fait de prouver ce caractère probant de la résilience aujourd'hui? Eh bien, sur cette partie pilier 3 test de résilience, il y a déjà en tout cas une continuité par rapport à ce que l'entreprise avait avant. Par contre, on revient à la logique. Tu as très bien mentionné, on est dans la démonstration. Là, DORA renverse la logique. La conformité ne s'écrit plus, il faut le démontrer. Et le régulateur, il veut plus lire des politiques dans cette test de résilience, il faut avoir des résultats. On a 3 niveaux de test. Il y a le test, je dirais, de niveau 1, c'est le test de base obligatoire, toute entité qui est mentionnée dans l'article 25. C'est au moins annuel, le plus souvent selon les critiques. On a l'analyse de risque, on a les tests standards de scan de vulnérabilité, on a l'analyse au niveau du réseau, au niveau des applications, on aura les tests d'intrusion, les preuves de la partie habituelle, le test de plan les PRA, les tests de bout en bout qui arrivent, le classique qu'on avait avant, il est attendu par le régulateur. Un exemple complet, c'est des tests de sauvegarde ou de restauration de données, les scénarios de site principal, les data centers, les tests d'incidents simulés, ransomware ou perte de connectivité ou des pannes de cloud. Et on ajoute là-dedans, sur ce niveau 1-là, des exercices de communication de crise technique avec la direction, voire avec les clients. Il y a déjà à ce niveau, il y a des éléments exigés par le régulateur dans le fameux RTS, donc le Regulatory Technical Standard, le guide d'implémentation. Il faut un plan pluriannuel de test de résilience validé par l'organe de direction, qui relève au pilier 1 de tout à l'heure, c'est très lié. Il faut des critères de réussite de performance. On avait le standard avant, DIMA, PDMA, durée d'interruption maximum autorisée, perte de données maximum autorisée. On aura les temps de détection, les temps de restauration. Il faut de la documentation obligatoire de chaque test. C'est quoi les objectifs? C'est quoi la méthodologie? Est-ce que j'ai des résultats? C'est quoi le plan d'action? Et voir des suivis porte-test jusqu'au plan de rémédiation. Et DORA, comme on a dit tout à l'heure, va exiger une traçabilité de tous les tests. Ils doivent figurer dans le registre de DORA et c'est ça qui est assez important. Il y a des scénarios qu'il faut prendre en compte. Quand on était en France avec le PS2E avant, on n'avait que 4 scénarios. Avec DORA, on aura 9 scénarios, incluant des points nouveaux comme la stratégie de sortie qu'il faut tester dans son ensemble.
Et puis, il y a des tests très avancés. Le régulateur, il peut aussi imposer à des banques systémiques ou des entreprises plutôt systémiques ce qu'on appelle le TLPT, Threat-Led Penetration Testing, qui est plutôt un test beaucoup plus avancé dans les 12, qui dure entre 12 et 14 semaines, à faire tous les 3 ans. Et encore une fois, là-dessus, le but, c'est de prouver que l'organisation peut maintenir ses fonctions essentielles. Il va faire un certain nombre de tests à ce niveau-là, des tests techniques beaucoup plus forts, de robustesse, des tests de redondance, des simulations de perte d'accès et dans son ensemble. Et donc, c'est ça aussi qui est attendu, en plus de tests de sécurité classiques qu'on pourrait avoir. Donc, il y avait de l'existence. Et tu penses qu'aujourd'hui, au niveau français, on est prêt à industrialiser en fait les TLPT, ces fameux tests fondés sur la menace? Les tests fondés sur la menace exigent quand même une compétence beaucoup plus forte. Et au niveau de la réglementation, le régulateur impose que ce soit fait par des organismes externes. Donc, c'est des coûts supplémentaires pour prendre en compte. Au cas où l'équipe de l'entreprise en interne souhaite y participer, il faut une validation par les régulateurs. Donc, on peut pas, il faut une séparation des fonctions, il faut des compétences avisées, tamponnées, approuvées par les régulateurs à ce niveau-là. C'est tous les 3 ans. Il y a plusieurs entreprises qui ont commencé, ils se sentent beaucoup plus à l'aise que c'est fait par des externes. En revanche, la prise en compte des contrats, l'organisation, comment on le structure, les points clés qu'il faut voir, le pilotage de tiers pour réaliser ce fameux TLPT, c'est une découverte, c'est une nouvelle compétence et ils apprennent en marchant à ce niveau-là. Merci Teddy. Olivier, dans ce cadre-là, en fait, sur ces tests de pénétration fondés sur la menace, on a un intérêt aujourd'hui à utiliser des référentiels comme Tiber EU ou autres. En fait, on va avoir l'intérêt qu'on a, parce que par définition, on est fondé sur la menace et on s'intéresse à des acteurs structurants du marché. L'intérêt de Tiber EU, et effectivement au Luxembourg, dès novembre 2021, ils avaient déjà adopté conjointement, la CSSF ainsi que la Banque centrale luxembourgeoise, ils avaient déjà adopté le Tiber élu, qui a été revu cette année en 2025 suite à la mise en place de DORA. L'intérêt, c'est d'avoir un cadre qui soit structuré et uniforme, quelque chose qui soit finalement très reproductible, par exemple, ne serait-ce que la définition des équipes, Red Team, Blue Team, White Team, les différents scénarios que vient d'évoquer rapidement Teddy. Donc, ça nous donne ce cadre homogène, mutualisable. Ça permet la comparaison finalement entre des établissements, voire entre des pays. Et ensuite, ça permet de bridger le gap qu'on peut avoir, par exemple, entre DORA et des cadres méthodos comme l'ISO 27001, puisque dans l'ISO 27001, on n'a pas ces exigences en matière de reporting d'incidence sur des sous-traitants. On n'a pas non plus d'exigences sur les mesures spécifiques à DORA, évidemment. Donc, on a la prise en compte by design de ces exigences supplémentaires. C'est là qu'on a l'intérêt principal de mon point de vue. Merci Olivier de ces précisions. Passons maintenant, si vous le voulez bien, le temps avance. On va parler maintenant d'un pilier qui est aujourd'hui, de ce qu'on voit en termes de remontée, un des piliers sur lesquels les établissements ont quand même
beaucoup œuvré et pris quand même un certain retard, c'est le pilier en fait sur la gestion des tiers ICT. Pourquoi aujourd'hui, Teddy, dans ce que tu constates dans les établissements, pourquoi aujourd'hui c'est un des piliers qui est le plus complexe à mettre en place dans la pratique? Pourquoi du retard, beaucoup de retard sur ce pilier-là, constaté? Je vais même me permettre de prendre beaucoup plus de temps sur ce pilier-là, puisqu'en effet, sur le pilier où il y a ce qu'on appelle un pain point, il y a là où tout le monde peigne, puisque le pilier 4, c'est presque 40 à 50% d'efforts de l'entreprise dans cette mise en conformité, parce qu'on prend en compte la partie tiers. L'entreprise ne peut plus déléguer la responsabilité. La responsabilité même des tiers en entreprise étendue devient sa responsabilité. Il faut donc qu'ils le mettent dans la boucle. Rappelons le contexte un petit peu de ce pilier. Donc, il y a un premier point, c'est le registre d'information. Donc, le registre d'information, c'est vraiment le socle du pilier 4. Ce n'est pas une simple base contractuelle, c'est vraiment la colonne vertébrale documentaire de la conformité de DORA. Chaque entité, il doit consigner tous les contrats TIC, qu'ils soient critiques, importants ou non. On voit bien qu'en France, on a à peu près entre 50 et 600 prestataires selon la taille de l'entreprise. Et donc, il faut avoir le registre avec plus de 105 critères à renseigner et à envoyer un reporting au niveau du régulateur. C'est quand même très délicat, très consommateur. Ça oblige une équipe achat à le renseigner, une équipe financière sur les différents points, la stratégie qu'il faut mettre en place là-dedans, les sous-traitants et les niveaux de subdélégation, il faut mettre dans ce fichier. La partie auditabilité, le mettre aussi là-dedans. Donc, il y a un certain nombre de critères pluridisciplinaires avec plusieurs mains à renseigner pour ce fameux registre. En revanche, ce registre-là, s'il est piloté correctement et qui montre les dépendances technologiques, c'est vraiment un instrument de transparence et un objet d'audit pour les régulateurs. Il va donc servir à la CPR, voire au Luxembourg, à la SSF, et voire plus large avec l'EBA pour vérifier, par exemple, quel fournisseur cloud héberge vos systèmes de paiement ou vos outils de sécurité. Et la difficulté uniquement sur cette partie-là, c'est qu'il n'est pas statique. Il doit être mis à jour en continu. Après chaque test, après chaque revue, après chaque modification contractuelle. Donc, si la ligne de registre est fausse, c'est toute la cartographie de DORA qui devient obsolète et fausse. Donc, dans beaucoup d'organisations, c'est le premier grand chantier de DORA, car il va avoir des dépendances qu'il ne soupçonnait pas avant. Et dans DORA, il y a aussi les politiques des services tiers. Dans cette politique de service tiers, je dirais même que c'est la boussole de la gouvernance. On va définir un cadre global dans lequel l'entreprise choisit, évalue et surveille ses prestataires. Donc, DORA impose que cette politique soit approuvée par l'organe de direction, donc au plus haut niveau, et on retrouve là-dedans des critères de prestataires, critiques et pas critiques, des dépendances, des exigences de sécurité. Et puis, un autre point important dans cette partie pilier 4, c'est la revue contractuelle. Il faut revoir avec les anciens prestataires ou tiers qu'on avait avant, qui sont liés à la fonction critique et importante. On va voir différentes clauses qui n'existaient pas avant. Et donc, aller renégocier avec nos fournisseurs, c'est quelque chose qui est très engageant, sensible, voire des points comme le droit à l'audit,
imaginer des stratégies de sortie, définir le service qui devient critique, avoir la délégation et la subdélégation qui sont à l'intérieur. Une fois que le contrat se termine, comment je fais cette réversibilité plus, récupérer les données de l'entreprise. Là-dessus, ça rend complexe ce dernier pilier. Et puis, la surveillance. Il y a quelqu'un qui parle, mais qui dérange un peu ma présentation. Je voulais juste préciser par rapport à ce que tu nous dis. Donc là, tu évoques les clauses en fait, contractuelles incontournables qu'il va falloir imposer en fait, aux prestataires dans le cadre de DORA. Et que se passe-t-il en fait, parce que c'est une problématique qu'on connaissait déjà au niveau de ce qu'on appelait les PS2E. Comment on gère aujourd'hui en fait les refus des prestataires, c'est-à-dire ceux qui aujourd'hui ne vont pas accepter en fait l'ensemble des clauses et obligations qui leur sont faites par DORA, et notamment dès lors qu'ils sont considérés comme des prestataires qui soutiennent des fonctions critiques au sens de DORA. Comment on gère ça aujourd'hui de manière opérationnelle? Il y a deux façons de le gérer. C'est vraiment là, nous sommes dans le 4T, là, c'est tolérer, traiter, transférer et terminer. Donc, pour le traiter, d'une part, c'est le régulateur, il s'attend à ce qu'on documente la conformité. Donc, je vais documenter qu'un prestataire type cloud, il a refusé de se soumettre à un droit à l'audit ou à me rendre les données de restitution dans son ensemble. Et c'est là que ça se joue deux parties. La première partie, je documente au fur et à mesure et je documente même, je peux même informer la CPR de mon incapacité à imposer un hébergeur type cloud pour qu'il puisse se soumettre à DORA. Et pour les petites structures, eh bien, l'entreprise a la stratégie de voir le remplacer. Donc, il y aura un mouvement presque de domino. Si pour les petites structures qui refusent de se soumettre à DORA, parce que l'analyse de risque de l'entreprise va indiquer qu'il est un tiers critique, il faut donc revoir ces différents points, eh bien, la stratégie de partenariat, la stratégie de choix de l'entreprise va dans ce sens. Le deuxième point, c'est que l'entreprise doit apprendre à faire de la circularisation. Il y a ce qu'on appelle l'ISAE 3402, le rapport SOC 2, très précis pour la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité, voire la partie protection des données. Il faut qu'ils obtiennent cette assurance que ça a été fait par des tiers externes, puisque je n'ai pas la possibilité d'aller les auditer. Je vais voir ces rapports d'audit externes, j'apprends à identifier le bon périmètre, la bonne périodicité et la lecture des plans d'action qui est à l'intérieur. C'est comme ça que l'entreprise le gère. Et puis le troisième point qui pourrait peut-être amener par des questions par la suite, il y a beaucoup de mutualisation. On sait qu'en France, le G8, les 8 banques systémiques, des fois, elles font des audits mutualisés et récupérer ces rapports d'audit me donne une garantie, je dirais, raisonnable pour limiter le périmètre de ma due diligence par rapport aux tiers que je dois surveiller. C'est ça la réponse que je pourrais apporter. D'accord. Et ces audits mutualisés, donc, qui aujourd'hui trouvent leur mise en œuvre dans le cadre de la réglementation sur les PS2E, pourraient être prolongés en fait dans le cadre de la réglementation DORA. Est-ce que tu es en train de nous dire? Tout à fait, oui. C'est une très forte recommandation et je le vois arriver en particulier dans le secteur de l'assurance en France qui ont des délégataires au niveau des mutuelles. Et c'est les mêmes pour ne pas, comme je n'ai pas le droit de citer des noms, c'est le même pour le client A ou le client B. Eh bien, il y a des sociétés qui se spécialisent pour aller les auditer. Ça coûte moins cher.
mais c'est une négociation avec d'autres partenaires. Je le vois beaucoup plus dans le secteur assurance et je le vois dans les banques systémiques qui le font déjà. Très bien. Peut-être une dernière question sur ce sujet, Teddy, c'est que aujourd'hui, donc, on attend avec une certaine impatience, en fait, la liste des prestataires qui seront considérés comme étant des prestataires portant des risques systémiques au niveau européen. Est-ce que tu as un peu plus de visibilité? On attend la liste pour la fin de l'année et le cadre de surveillance devrait se mettre en place en 2026. C'est ça? C'est bien ça aujourd'hui le calendrier? J'ai deux réponses à ce niveau-là. Première réponse, le régulateur va imposer, nommer dans les 21 entités qui sont assujetties à DERA, donc c'est le numéro 21, un tiers va être considéré comme un tiers TIC critique, vu des régulateurs. Mais il ne faut pas, et cette liste-là devait sortir cet été, mais qui n'est pas encore sortie. En revanche, l'entreprise, à travers son analyse des risques, à travers la cartographie des fonctions importantes et critiques, doit aussi déterminer si un prestataire, un tiers, est critique ou pas. Donc, il y a les deux. Il y a une attente du régulateur qui va nommer officiellement des tiers critiques pour les secteurs, mais l'entreprise elle-même, à travers son analyse des risques, doit citer un certain nombre de tiers critiques et doit les informer et doit ne pas attendre la liste finale pour engager la mise en conformité de DORA. Oui, donc finalement, c'est un peu ceinture et bretelle, hein, c'est-à-dire que cette surveillance par les AES, c'est une espèce de quatrième ligne de défense en fait, qu'on va avoir, mais qui n'exonère pas l'établissement sur base individuelle de ses diligences. Peut-être Olivier, côté luxembourgeois, on parlait ici de cette initiative d'audit mutualisé dans les établissements bancaires, voire dans le monde assurantiel. Est-ce que on trouve en fait un cadre d'application au Luxembourg en fait sur cette notion d'audit mutualisé, où il n'y a pas ce niveau de maturité aujourd'hui au Luxembourg ou ce type d'initiative? On trouve ce cadre, oui. Par contre, par rapport à ce que je vous expliquais tout à l'heure, je vous disais que DORA, finalement, était venu redistribuer un petit peu des mesures, certaines mesures qui existaient déjà. Il y en a eu de nouvelles, mais du coup, la CSSF, la commission de surveillance du secteur financier, étant l'autorité, elle s'est retrouvée finalement à légiférer via des circulaires, ces circulaires dont je vais vous parler tout à l'heure. Ces circulaires-là, pour rester rapide parce que notre temps est limité, finalement, elles vont définir des périmètres entre différents types d'entités. Il y a des entités DORA, il y a des entités non DORA, et il y a un type d'entité. Pardon. En fait, la démarche pour savoir finalement à quoi est-ce qu'on est assujetti, on se retrouve à dire qui on est. Est-ce qu'on est DORA? Est-ce qu'on est non DORA? Est-ce qu'on est un payment service provider? Parce que les payment service providers ne sont pas considérés comme des institutions financières. Sachant qu'une entité de non DORA, même chose, on est assujetti à la CSSF, mais on n'est pas une entité financière telle que définie dans l'article 2 de DORA. C'est le cas des PFS, les professionnels du secteur financier. Ce ne sont pas des entités financières selon DORA. Pourtant, elles sont quand même dans le périmètre de la CSSF. Donc, à partir de là, on a DORA uniquement qui va s'appliquer aux entités DORA. On a les circulaires, soit nouvelles, soit amendées par rapport à ce qui existait déjà, qui vont s'appliquer aux entités non DORA et au PSP.
Et du coup, on se retrouve avec une espèce de damier. On doit finalement se placer. Est-ce qu'on est un BPO, c'est-à-dire une externalisation de processus métier, même s'il y a des composantes IT? Est-ce qu'on est une pure prestation IT? Ça, ça plante un petit peu le décor qui fait que l'option, l'approche d'audit mutualisé est faisable, mais ce n'est pas aussi plug and play qu'on pourrait le voir dans le secteur, dans les secteurs français. Très bien. Merci Olivier, c'est très clair. Oui, j'allais continuer, mais... On est un petit peu pris par le temps, donc, mais si tu veux, vas-y Olivier, je te laisse terminer ton propos, excuse-moi. En fait, j'allais juste continuer à faire part de 3 points d'attention. D'après ce que je viens de dire, en matière de gestion des tiers, on doit absolument éviter d'avoir un cadre unique de gestion des tiers. On se retrouve finalement à avoir un cadre DORA focus sur l'ICT, sur les prestations IT, pardon. On est DORA focus, mais pas uniquement. Et ensuite, en plus, par rapport au BPO, les prestations métiers externalisées, on a un autre cadre qui est plus général, pour pouvoir être sûr de ne pas oublier de sujet. Maintenant, là où on a 3 points d'attention, c'est que on a besoin de faire très attention à l'intégration de la dernière définition de ICT Services selon DORA dans toutes les politiques, pour être sûr de ne pas avoir de trous dans la raquette. En particulier, on va se baser sur les questions-réponses 2099 DORA 030. Deuxième point d'attention, on doit intégrer les exigences spécifiques au Luxembourg. C'est-à-dire que la conformité à DORA n'est pas suffisante. Il y a des règles locales qui s'appliquent en plus. Là, je vais pas vous donner les détails. Le troisième point, c'est que on doit refléter dans la politique de gestion des tiers que on élargit le scope des notifications ex-ante de la CSSF. Parce que avant DORA, on focalisait le registre uniquement sur des services en run. Maintenant, on doit prévenir en amont qu'on envisage de contracter de nouveaux services qui vont supporter des activités critiques ou importantes. Ça, c'est un exemple. Après, l'approche du superviseur, hein, comme on en a parlé rapidement, on est un petit peu comme en France, hein, on a un dialogue, on a une approche basée par les risques, hein, sur les due deals que peut mener la CSSF. On a toujours les mêmes méthodes d'évaluation, hein, sur site, hors site ou bien revue thématique. L'objectif, c'est de développer cette stratégie de renforcement harmonisée et en coopération, bien évidemment en respectant des mesures de proportionnalité. C'était les plus importants. Sur cette intervention sur la gestion du risque de tiers, je vois qu'on n'a pas trop de questions au niveau du chat, il nous reste 2 minutes. Peut-être pour conclure, je vais poser la question à chacun d'entre vous, et si vous pouvez être bref, il nous reste 1 minute, mais si on devait résumer DORA en un mot pour les organes de direction aujourd'hui, est-ce que vous considérez DORA comme une obligation, une opportunité finalement, ou une révolution au niveau de ces organes de direction? Qu'est-ce qu'on pourrait en dire en conclusion, Teddy, en quelques mots? Oui. Je dirais que c'est plutôt une opportunité parce que c'est la résilience numérique, ça devient collectif.
et c'est au niveau de l'organe de direction qu'il pilote. Le pilier 1, c'est de la gouvernance. Ils ont maintenant la main pour orienter la stratégie numérique. Le pilier 2, c'est plutôt de la réaction de l'entreprise à une garantie qu'ils ont la capacité de réagir. Le pilier 3, c'est plutôt des tests valider l'ensemble. Le pilier 4, c'est la matrice des tiers avec l'extension donc de cette surveillance dans son ensemble. Je dirais que c'est une excellente opportunité pour un écosystème de confiance interentreprise où la preuve remplace la promesse. Et l'organe de direction, en général, ils aiment bien les choses factuelles et là, ils auront la main là-dessus. Olivier, en un mot? Au Luxembourg, ils vont se retrouver concernés des établissements très divers. Je parlais des PSP, mais également on a bien évidemment les investisseurs, les compagnies d'investissement, les institutions de monnaie électronique, les holdings de managers. Toutes ces entités-là se retrouvent finalement à bénéficier de la montée en exigence qu'amène Dora sur la résilience des opérations numériques. Et effectivement, je vais dans le sens de Teddy en matière de renforcement au global. Très bien. Ah, je vois Merci beaucoup. Une personne est en train de taper, donc je ne sais pas si c'est une question. Voilà. C'était juste pour vous remercier. Donc, c'est une parfaite conclusion. Écoutez, merci à tous. Je pense, Isabelle, qu'on peut clore la session, le webinaire, en respectant notre timing. Il est 18h46. Tout à fait. Merci à tous. Vous recevrez donc le replay donc, demain. Et donc, vous avez plusieurs autres lives, justement, d'experts qui ont lieu sur les semaines à venir. N'hésitez pas à aller sur notre site. Ou dans la rubrique actualité, vous avez tous les sujets de ces webinaires qui sont régulièrement chaque semaine. Merci beaucoup à tous et merci à vous, les experts, pour votre éclairage très utile. Merci, bonne soirée à tous. Merci à tous, bonne soirée. Merci. Au revoir. Merci.